Bonjour les amis, c'est Pascal Tréfingui, comment allez-vous? Eh bien aujourd'hui on retrouve à nouveau notre Gérard Fauré préféré. Vous savez, avec Gérard on a la même origine, hein. On est des bons Gaulois, bien d'origine française, en tout cas breton. Et puis on a une mère d'Afrique du Nord, alors ça crée notre originalité, ça crée notre caractère, on a un caractère bien trempé. On s'en laisse pas compter, on est instruit et on a du caractère. Et Gérard, comme moi, on a un point commun qui nous rapproche. Hein. Vous savez, moi Gérard, je l'adore. Et je l'adore d'autant plus que il dit tout haut la même chose que moi. Moi, je le dis en théorie, lui, il le dit en pratique. Et ce qu'il nous apprend, c'est que derrière Sarkozy, il y avait Pasqua. Et derrière Pasqua, il y avait la French Connection, c'est-à-dire un immense trafic de drogue transatlantique d'ailleurs, dans lequel étaient impliqués eh bien la plupart des pieds noirs. Et lorsque vous vous inquiétez de savoir pourquoi il y a ce bordel dans le monde actuel, alors généralement on vous dit c'est les Chinois, c'est les Russes, c'est les communistes, mais en réalité il y a le bordel dans le monde, hein, et en particulier en Europe depuis le XIIIe siècle. Et qu'est-ce qui se passe au XIIIe siècle? Eh bien, on a ces putains d'Italiens qui font la Renaissance. Et qu'est-ce que c'est la Renaissance? Eh bien, c'est la Renaissance de l'Empire romain. C'est le projet de tourner la page du christianisme et de recommencer sur le modèle de l'Empire romain une république dont le fruit actuel est le nouvel ordre mondial. Hein. Le nouvel ordre mondial, c'est quoi? C'est la République romaine, panem et circenses, du pain et des jeux pour le peuple et une élite pédocriminel qui vient de Babel, de la nuit des temps, et qui est là pour baiser des gosses, faire des crimes rituels, et puis dans le cannibalisme complet, tout à fait en haut de la pyramide, où elle va aspirer toutes les richesses et donner pour les peuples du divertissement par la guerre, par la télévision, par les attentats terroristes, et tout ce que nous sert journellement nos sacro-saints services de renseignement intérieur, en particulier le français, qui, comme le Grand Orient de France, est véritablement puant. Alors, bien entendu, Gérard Fauré, eh bien, il nous apprend tout ça, il nous donne même des exemples. Derrière votre saint président Nicolas Sarkozy, que vous avez élu à une grande majorité, il y avait le réseau Pasqua, un réseau transatlantique lié à la CIA, lié aux pieds noirs, au trafic de drogue, etc., la pourriture de la pourriture qui a vendu la France à la découpe. Et derrière l'actuel président, il y a le Grand Orient de France, il y a les Rothschild, il y a la couronne britannique qui aussi vend la France à la découpe. Alors ce qui est intéressant avec Gérard, c'est qu'il fait le point commun entre ces deux clans des Jésuito-Illuminati. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'un côté, il y a des Italiens de Gênes avec la colonisation, de Venise avec les croisades et de Florence avec la banque, et puis cette espèce d'idée de faire une religion mondiale. Tous ces Italiens-là, eh bien, ils nous imposent le Quattrocento en Italie et ensuite la Renaissance en France, qui est en réalité une renaissance de quoi? De l'Empire romain, avec sa pédocriminalité, sa sorcellerie, son cannibalisme et sa manière d'administrer l'humanité, qui est en voie d'aboutir actuellement après 720 ans, qui est le nouvel ordre mondial. Bien écoutez, de l'autre côté, eh bien c'est justement cette crise du XIIIe siècle qui nous l'explique. De l'autre côté, on a la disparition de l'empire khazar et on a eh bien tout cette sorcellerie en marge du du talmudisme babylonien qui va investir l'Europe et qui va pourrir de l'intérieur par la banque, par la sorcellerie, l'intégralité de nos institutions. Ce que nous avons à l'heure actuelle, ça s'est préparé pendant 7 siècles et demi, ça s'appelle le nouvel ordre mondial pendant 720 ans, et ce qui est intéressant avec Gérard, c'est que il nous confirme bien ce que nous savions tous en théorie, c'est que on a à la fois une tyrannie qui est liée à la décomposition de nos sociétés, eh bien, selon le modèle de Platon, et de l'autre côté, on a de la sorcellerie venue des plaines d'Asie centrale. Hier, Jim Leveilleur, dans un live avec Stéphane Blé, où d'ailleurs Stéphane Blé n'est pas apparu, nous a dit une chose fondamentale, il est sicilien, il se sent tout à fait italien et il est très fier de l'être. Eh bien, si on ajoute à ça la patinette alsacienne et puis d'autres Belges en exil sur le continent américain, vous avez la démonstration une fois de plus que le problème, c'est l'Italie. Alors, je laisse Gérard parler parce qu'en plus, il nous parle d'un autre Italien. Oui, quelqu'un qui a la double nationalité franco-italienne, qui est un cocaïnomane notoire et qui est devenu ministre de l'Intérieur. Ça, c'est la France de la République des satanistes. Alors, vous attendez quoi pour faire revenir Louis XX? De continuer avec cette merde, venue des plaines d'Asie centrale et de la botte? Si vous réagissez pas, les mecs,
vous êtes cuit. Et je crois que vous en êtes plus très loin. Voilà. Allez, je vous laisse voir la suite parce qu'avec Gérard, c'est toujours intéressant. C'est d'un très haut niveau intellectuel. Hein. Gérard, c'est beaucoup de choses. Il fait référence à des choses qui sont extrêmement importantes et que savent des gens comme Pierre Hillard. Hein. D'un point de vue théorique, ce que c'est Gérard Fauré, c'est du niveau d'un universitaire comme Pierre Hillard ou de mon niveau. Et de l'autre côté, Gérard, lui, il a vécu ça de l'intérieur. Donc on a vraiment une chance unique d'avoir Gérard. On continue en français, puis dans les semaines à venir, vous allez voir, on va revenir en portugais et en anglais, parce que Gérard, ça vaut la peine, et dans toutes les langues. C'est qui, toi? Des Roro. Voilà, notre Gérard est ici. Voilà, on l'entend. Voilà. Voilà. Alors, vous savez, avec Gérard, on a un point commun. Moi, j'ai passé 4 ans en prison. Lui, il en a passé 18. Alors, lui, c'était 18 fermes. Moi, c'était de la préventive. Voilà. Ah, voilà, Gérard. Salut Pascal. Gérard, quel honneur. Enfin, je vois ton visage. Quel honneur. Ton pote, là, il m'a tellement parlé de toi, là, Philippe, que bon. Bah, Quel voilà. honneur. Je te remercie d'avoir accepté que Philippe nous mette. Oh, c'est un plaisir. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Mais faut dire que Fifi, il a vachement aussi insisté parce que bon, moi, j'étais pas chaud pour faire des émissions en ce moment et tout, mais bon, il a tellement insisté que voilà, j'ai accepté. J'espère qu'on va faire une bonne émission. Ah ben, il n'y a pas de raison, on en fait toujours des bonnes. Alors tu sais que moi je suis ton fan. Ah ben, Je suis non seulement. ah ben ça, il me l'a dit aussi. Ouais, il me l'a non dit. seulement ton fan. Ça me fait plaisir. Je suis non seulement ton fan. Comment ? Mais je suis ton propagateur au Brésil. C'est-à-dire la dernière fois que je suis venu en France, j'ai acheté 10 de tes livres, je les ai donnés ici. Ils sont en train de circuler. On m'a demandé de te faire venir et d'organiser une conférence avec toi si tu veux venir au Brésil. Au Brésil ? Ouais. Ah, ce serait pas mal ça. Dans quelle ville ? À Rio de Janeiro et Sao Paulo. Ouais, mais en ce moment, c'est chaud avec le corona. Hein. Ouais, ouais, on attendra ça fait après. un peu peur, mais on va attendre que ça se calme. On attendra après le coronavirus. Tu sais, l'année prochaine, on a Jean-Pierre Petit qui nous a promis de venir au printemps, qui donnera des conférences sur eh bien, la MHD, sur les extraterrestres, toutes sortes de choses. Et donc, on était parti sur un cycle de conférences dans un cinéma. Alors, pourquoi pas faire ça en même temps avec toi et dire, au niveau des extraterrestres, mon pote, on peut en faire une, hein, parce que moi, j'en ai vu. Hein. Et les gens me croient pas, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, ce que j'ai vu, je suis pas un mytho comme certains le disent, comme Soral ou compagnie. Et quand je dis quelque chose, c'est du vrai, c'est du lourd, c'est du solide. Tu vois bien, ça fait 2 ans que je parle un peu de tout le monde et on m'a pas fait un seul procès. Alors si j'étais un mytho, comme Soral, j'aurais eu peut-être 60-70 procès. J'ai tellement attaqué de monde. Mais non, pas un seul procès, personne ne bouge. Dommage. J'aurais adoré avoir un procès, moi, de Delon, par exemple, ou de Dupond-Moretti, même Macron. J'aurais adoré un procès. Ils veulent pas, ils veulent pas. Que si vous avez un nouveau procès, vous prendrez pas l'avocat Éric Dupond-Moretti. Oh, jamais de la vie, parce même que cadeau. Visiblement, c'est pas votre tasse de thé. À lui, mais c'est pas. On dit que c'est acquittator. Moi, je dis que c'est aggravator. D'accord ? Quand on a Moretti, c'est ou tout blanc ou tout noir. Je veux dire, c'est une loterie. Parce que comme il se prend la tête avec les magistrats, ben finalement, les magistrats, ils s'énervent sur le détenu. Moi, j'ai une mauvaise expérience avec lui, j'ai pris le double de ce que j'aurais dû prendre, je lui ai fait remarquer, il s'est foutu de ma gueule. Il me dit, bah vous voyez, vous êtes gagnant, vous avez pris 18 mois de plus, vous êtes gagnant au change.
Mais quand même, est-ce qu'on dit ça à un détenu qui est enfermé et tout? Et puis il lui dit, bah, de toute façon, on les fera. On les fera. Ben, venez avec moi en cellule, on va les faire, on va voir. Hein, il va pas les faire en bon terme, je vous garantis que j'aimerais bien qu'on le mette en cellule avec moi. Le mec, il m'a pris ma thune en 92. Et ce qui l'avait attiré, c'est qu'au départ, dès le départ, c'est pour ça qu'il est resté à mes côtés, même qu'il m'a pris pas mal de fric. Dès le départ, j'ai fait tester ma cocaïne, elle était à 100% de pureté. Lui, il voulait s'en assurer, il me dit, mais c'est pas possible, c'est de la cocaïne synthétique. Je dis, non, c'est de la vraie coke, c'est de la végétale. Il me dit, on va refaire. Alors, contre-expertise, 99%. Mais qu'est-ce qu'il cherchait avec cette... Bah, il cherchait de la coke pour lui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il cherchait? Et il m'a demandé, je lui ai dit, moi je suis désolé, je connais pas de fournisseur dans le coin, ce sera à Paris, ce sera en Londres, on pourrait peut-être ça, mais là, je suis à Maubeuge, je suis désolé, j'ai pas de coque, j'ai pas de fournisseur, et je veux contacter personne. Et là, il s'est fâché. Ils veulent pas me faire ce plaisir. Ils n'y ont pas intérêt. Hein? Ils n'y ont pas intérêt. Alors, tu sais, il y a deux expressions que, donc, grosso modo, sur mes différentes chaînes, ça fait environ 40 000 personnes. Il y a deux expressions que j'emploie souvent. La première expression est que une mouche ne peut pas arrêter un train, mais elle peut rendre le conducteur fou. Ah ouais, bien vu, bien vu, bien vu. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Voilà. Et la deuxième expression que j'aime bien, elle est tirée de l'Énéide, c'est un texte grec où il dit si j'arrive pas à fléchir les puissants, je leur remuerai leur merde jusqu'à ce qu'ils tombent. C'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que je suis en train de faire, en tout cas d'ouvrir les yeux des Français. Après on verra, hein. Parce que là, en ce moment, on a un putain de gouvernement, laisse tomber, c'est pas possible. C'est des dangereux, là, attends. Ça marche à la coque, là, tout va et tout. On sait pas où on va aller contre le mur, c'est pas possible. Bon, tu me diras, ils ont besoin de coque, bien sûr, pour faire leur boulot, c'est pas facile. Mais il n'y a pas que tous les journalistes, pratiquement 90% des journalistes dans le show business et tout. C'est pour ça que, bon... Maintenant, là, je crois que, je ne sais pas si c'est Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, il a allongé un peu la détention de cocaïne. Aujourd'hui, on a le droit d'avoir 10 grammes dans la poche sans passer par le judiciaire. C'est pas mal. Parce que sinon, ils vont devoir construire quelques prisons encore spécialement pour journalistes et show business, tu vois. Là, il en faudrait 3 ou 4 des prisons pour mettre tout ce petit monde. Mais bon, après, qu'ils prennent de la coke, ben moi, ils ont ma bénédiction, j'en ai pris pendant plus de 40 ans. Donc, c'est pas moi qui vais les critiquer. Je vais pas leur jeter la pierre, mais qu'ils laissent les autres en prendre tranquillement. Au lieu d'aller faire chier le monde là dans les banlieues, partout. Mais laissez les gens vivre, putain, on a envie de vivre. Ici. Oui, absolument. C'était pour me venger. Oui. Ça, au moins, vous avez la franchise de le reconnaître. Bien sûr. Vous balancez beaucoup de noms, mais beaucoup sont morts. Johnny, Pasqua, ou âgés en plutôt mauvaise santé, comme Jacques Chirac. Pourquoi est-ce que vous avez attendu si longtemps pour publier une telle bombe? J'ai attendu longtemps parce que... Bien près du micro. J'ai attendu que Pasqua disparaisse parce que sinon, là, j'aurais pas fait long. Ah ouais, à ce point-là. Ah oui, bien sûr. Si je parle de Chirac, forcément, il y a Pasqua derrière. Et Pasqua, j'ai peur de personne, mais Pasqua, j'en avais quand même peur. Ah oui, quand même. Ah oui, c'était un homme très, très dangereux. Oui. Très dans le vif du sujet, direction l'Espagne, où se développe à grande vitesse donc le gangstérisme. Vous avez à peine 18 ans et vous y rencontrez des anciens de l'OAS, l'organisation armée secrète. Vous devenez alors le pilier du blanchiment de l'argent sale volé en Algérie. C'est de là que vous allez vite devenir braqueur, c'est ça à peu près ? Oui, bien sûr. Mais à l'époque, c'était plus ou moins facile de braquer. Hein. C'était un jeu d'enfant, donc il n'y a pas de quoi être fier. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile. Ce serait plus compliqué. Mais à l'époque, il suffisait d'entrer, de prendre l'argent et de s'en aller. Hein. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Arnaud Stéphane, l'incorrect. Oui, il y a une célèbre série sur la plateforme Netflix qui s'appelle Narco. Et quand j'ai lu votre ouvrage, j'ai évidemment pensé tout de suite à un narco à la française, sauf que la Hollande, l'Espagne et le Maroc remplacent le Mexique et la Colombie. Et quoi qu'on parle beaucoup de Colombie aussi, énormément. Mais ce qui est intéressant, c'est la photographie de l'époque que vous faites. Et alors on est à la fois entre Narco pour le sujet et puis un peu dans les ouvrages de James Ellroy sur la corruption des élites,
2018, quand vous parlez quand même de l'épisode espagnol, on est sur des anciens de l'OAS, on est aussi avec le SAC qui est pas loin, les flingueurs du GAL, parce que c'est ça en vérité. C'est bonnet blanc et blanc bonnet avec le SAC et l'OAS. Voilà, et l'élimination aussi ciblée des militants de l'ETA, c'est ce qui va donner naissance au GAL également. Avec Pasqua derrière. Encore une fois, mais c'est une photographie assez sombre de ce qu'était la politique à l'époque, et vous, heureusement, vous arrêtez en 1986. Oui, mais parce que l'époque était sombre. Hein. Il y avait le retour des pieds noirs d'Algérie. Il y avait plein de problèmes, il y avait le franquisme. Là. On va s'arrêter un peu sur cette période. Donc de 72 même à 84, vous mettez le cap sur les Pays-Bas également. Oui. Vous y consacrez un long chapitre. Vous entrez alors dans le trafic à l'échelle internationale, avec l'Amérique du Sud notamment. Comment est-ce que vous résumeriez, comme dit en effet Arnaud, cette photographie de l'époque ? Comment ça ? Comment résumer, c'est-à-dire ? Ça traduisait quelque chose de l'époque. Vous dites ça a forcément changé. Aujourd'hui, on est passé... Je dirais que c'était la belle époque. C'était la belle époque. J'ai atterri dans l'université du crime, c'était la Hollande. Hein. Ici, dans ce pays, il n'y a que des interdits. Toi, tu vis dans le pays de la liberté. Je crois que la démocratie brésilienne, elle est mieux que la française. Hein. Oui. Surtout quand il y avait Lula et tout, c'était bien. Avec Bolsonaro, je sais pas trop, hein, mais... On a commencé à discuter ensemble. Moi, j'avais mis en ligne une interview que tu avais donnée sur Fréquence Radio. D'ailleurs, j'étais surpris que Fréquence Radio n'ait pas 100 000 abonnés et que tu fasses pas 1 million ou 2 ou 3 millions de vues. Parce que vu la popularité croissante qui est la tienne au Brésil, et moi, j'ai mis une de tes vidéos en ligne, un extrait de Fréquence Radio qui a fait 40 000 et l'autre vue, et l'autre a fait 100 000 vues. Ce qui veut dire que quand c'est... Ouais. C'est incroyable. Et en français en plus. En français, ouais. Quand c'est bien, je t'écoute. Excuse-moi. Quand c'est bien monté, en réalité, les gens adorent. Quand c'est bien, donc c'est ce qui sera fait après cette émission avec ton autorisation, c'est que le live il sera remonté et il sera entièrement traduit en portugais, sous-titré, avec des extraits de ton livre et les couvertures de ton livre et la promotion de ton travail, parce qu'ici tu suscites énormément d'intérêt parce qu'il y a eu des tentatives de personnes comme toi, des Gérard Fauré brésiliens. Ils ont été assassinés. Ils n'ont pas pu continuer à démonter le système. Alors, les Brésiliens, ils sont très attentifs. Tu sais que la France, elle est très regardée à l'étranger. Et la France, elle est très aimée. Oui, ça, je le sais, oui. Moi, je suis connu même en Nouvelle-Zélande, en Australie, c'est pour te dire, plus que les kangourous. C'est pour te dire. Et en Russie, tiens, il y a un mec qui est en train de traduire mon bouquin en russe. C'est un Ukrainien. Il veut le publier. Il m'a dit que les Russes s'intéressent énormément à la France. Mais c'est vrai que la France a toujours été le phare de l'humanité. Mais aujourd'hui, le phare, il s'est éteint. Il n'y a plus d'électricité ou il n'y a plus d'ampoule, je sais pas, mais il y a un problème, quoi. Le remaniement, c'est la dernière arme des gens qui voient le pouvoir leur échapper. Vous êtes appelé à diriger l'action du gouvernement. C'est un honneur immense. Et le seul pouvoir qui leur reste, c'est le pouvoir de nomination. Ils empaillent leurs ministres sur les murs pour faire oublier leurs échecs. François Hollande n'est pas le premier, d'autres l'ont fait. Déjà le cas de Chirac. Il fait un remaniement de 13 ministres au lendemain de la défaite monstrueuse des régionales en 2000. Jamais vous reviendrez à la politique. Jamais. 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 J'ai pris cette décision bien avant 2012. J'en avais fixé l'échéance et je respecte en général mes engagements. Donc aujourd'hui, si on vous appelait, vous diriez non, même pour... Non, mais oui, je dirais non, oui, tout à fait. Peut-être qu'elle peut redevenir ministre. C'est pour ça qu'elle laisse son téléphone. C'est un cauchemar. Si on vous proposait un poste de ministre de la Justice, vous l'accepteriez? Sûr? Ah oui, sûr. D'abord, personne ne me le proposera. Ce sera un bordel. Mais alors, non, mais personne n'aurait jamais l'idée sotte, totalement saugrenue, incongrue, invraisemblable de me proposer cela. Et moi, franchement, je n'accepterai jamais un truc pareil. Non. Pourquoi? C'est pas mon métier. Faut en avaler des couleurs pour faire de la politique. Il
y a une très vieille dame que j'adore qui m'a dit, moi, je regrette de ne plus être sifflé. Moi, je suis franco-italien. Moi, j'ai la double nationalité. Et alors, ma latinité m'a permis quelques incartades quand j'étais plus jeune. Donc, j'ai sifflé quelques filles qui traversaient. Ça coûte 90 balles. Ça doit être réglé par la bienséance, pas par la loi. Que la parole des femmes se libère, oui, mais pas dans les conditions dans lesquelles on nous impose cela aujourd'hui. Malgré les difficultés du moment, vous avez connu des attentats terribles, notamment ceux... Si vous pensez que Mme Taubira n'est pas un tract ambulant pour le Front National mis en avant par François Hollande, c'est que je pense qu'on n'a pas compris le cynisme du Parti socialiste. Allez, s'il vous plaît. Alors je vous le dis, monsieur Darmanin, les yeux dans les yeux, ça n'est ni la jeunesse, ni la campagne électorale, ni le combat politique qui doivent vous permettre de tenir de tels propos, et nous ne le permettrons jamais. Lorsqu'une personne a autant de toiles d'araignée dans la tête, lorsqu'une personne est absolument incapable de comprendre la société française, de comprendre son histoire, de comprendre sa composition, sa force et sa vitalité, lorsqu'une personne est absolument incapable de s'attacher à un certain nombre de principes qui sont fondamentaux et qui ont construit justement la nation française, lorsqu'une personne est inculte à ce point, lorsqu'une personne est à ce point pauvre, indigente moralement, politiquement, culturellement, lorsqu'une personne est à ce point indifférente aux dégâts considérables qu'il peut produire par ses paroles, qui sont des insultes incontestablement, mais qui sont surtout des déchets même de la pensée humaine, moi je n'en attends rien, je n'en attends vraiment rien.